de micro ce soir, c'est du low-tech. Voilà, vous apprécierez. Pas de micro, pas d'enceinte, vous savez la voix, mais voilà. Ça ne va pas durer très longtemps, on a prévu à peu près 20 minutes d'intervention. Je vais tout d'abord vous dire un mot sur le lieu où nous nous trouvons actuellement. Est-ce que vous savez que ce lieu, c'est l'ancien siège de la PHP? Voilà, l'ancien siège de la PHP. Ce qui est intéressant dans la PHP, c'est qu'on est déjà dans le soin. Dans le Caire, on dit maintenant, moi j'aime bien les mots français, le soin. Et quelque part, l'éco-frugalité, c'est aussi le soin, c'est le rapport aux autres. Donc ça, c'est la première symbolique du lieu. La deuxième symbolique du lieu, c'est que ce lieu est emblématique de l'anti-gaspillage immobilier. Pourquoi l'anti-gaspillage immobilier? Parce qu'en fait, j'appartiens à une coopérative qui s'appelle Plateau Urbain. Et Plateau Urbain, son rôle, c'est de lutter contre le gaspillage des actifs immobiliers. Alors, juste pour toi, un peu de confort. Ça ne dérange pas. Et donc, comment lutter contre le gaspillage des actifs immobiliers? Faire en sorte que ce bâtiment qui va être transformé en fait maintenant, à partir du mois de décembre, faire en sorte que ce bâtiment, plutôt que de rester vide avant d'être transformé, soit occupé par des associations, des entreprises à impact comme Ecofrugal et par des entreprises classiques. Et donc, Ecofrugal a ses bureaux ici, alors pas ici, dans l'autre bâtiment, depuis 2 ans, et on va partir au mois de décembre. Mais vous voyez, voilà un exemple très concret d'écofrugalité. On peut concilier économie et écologie. Concrètement, pour les hôpitaux de Paris, ça leur évite de payer un service de gardiennage et de payer le chauffage, parce qu'il faut quand même entretenir les immeubles. Et pour nous, en fait, c'est un loyer à prix réduit, ça permet en fait d'avoir une activité économique quelque part subventionnée. Donc voilà, première chose, on est dans un lieu qui correspond à Ecofrugal. Il y a 10 ans, on avait fait le lancement de la 2e édition du guide Ecofrugal dans un lieu aussi emblématique, puisque c'était le leader des énergies renouvelables, Akio. C'était sur les Champs-Élysées, c'était de très beaux locaux, voilà, autre ambiance, autre époque. Donc je voulais vous remercier d'être venu ce soir pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas évident de prendre du temps en soirée. Aussi parce qu'il y a du Covid, et donc c'est pas évident d'avoir envie de sortir. On commence peut-être à nouveau rester chez soi et à cause des grèves. Et donc merci à tous et à toutes d'être là. Je suis vraiment ravi. Chacun d'entre vous, ce soir ici, vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous êtes soit un soutien depuis le début, un soutien moral ou affectif, je pense à ma conjointe, un soutien financier si vous avez participé à la campagne Ulule, un soutien tout simplement parce que vous relayez les informations sur les réseaux sociaux. Donc merci à tous d'être avec moi ici ce soir. Je voudrais remercier en particulier la personne pour laquelle on est là ce soir, c'est mon éditrice Florence Gazelle de Rochegrove. Je voudrais également remercier Sophie et les autres personnes qui vont, alors Florian, Max, Françoise, qui m'ont aidé à préparer cette petite soirée. Voilà, il faut organiser les soirs. Donc le programme, voilà, je vais vous parler un peu d'Ecofrugal, mais pas longtemps, 5 minutes en 5 minutes, l'historique d'Ecofrugal, d'où on vient, où on va. Et puis ensuite, ce sera on aura 4 intervenants. Je vais pas, voilà, vous aurez la surprise, qui vont se joindre à moi pour répondre à quelques questions très simples. Alors, avant, si on peut remettre l'image, voilà, c'est très low-tech. Hein. Alors l'histoire d'Ecofrugal, j'en ai un peu parlé, ça commence en fait. Ça, c'est la sortie en 2012. En réalité, ça commence en 2008. En 2008, je travaille dans une banque d'investissement américaine qui s'appelle Merrill Lynch et j'ai la conviction qu'il faut aller plus loin sur les sujets de transition écologique. Simplement, je vois bien qu'il y a des réticences, il y a des freins et je me dis, pour ça, il faut faire la pédagogie des solutions, mettre en avant toutes ces bonnes pratiques qui sont à la fois économiques, qui sont écologiques, qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes pour la qualité de vie. Et le déclic, ça s'est produit grâce à la fontaine à eau gazeuse que vous voyez, qui est là-bas, SodaStream. Je l'ai amené ici ce soir parce que cet objet-là m'a fait comprendre qu'en fait, il y avait des solutions qui cochaient toutes les cases. Et c'est à partir de là que je me suis mis à recenser, entre 2008 et 2012, j'étais en sous-marin dans mon entreprise, je m'appelais Philippe Grill à l'époque, et je me suis mis à recenser ces solutions pour faire le guide Ecofrugal que vous voyez ici, première édition, auto-édité. Ça c'est 2012 et à ce moment-là j'ai un produit, je me dis j'ai un produit, j'ai un livre, je me lance et je démissionne pour me lancer sur le projet Ecofrugal. Le projet Ecofrugal, si je dois le résumer, c'est la chose suivante, c'est tout simplement faire la pédagogie des solutions et en se disant plus les gens connaîtront les solutions, plus les gens partageront leurs solutions, plus les gens coopéreront, plus on favorisera les conditions d'adoption de ces solutions. Parce que les solutions, il y en a plein. C'est la bonne nouvelle, il y a énormément de solutions ici et maintenant. Donc l'enjeu,
c'est aussi d'innover, bien sûr, mais déjà d'adopter les solutions qui existent ici maintenant. Donc ça, c'est vraiment la mission d'Ecofrugal. Et donc ça commence en auto-édition, et 2015, et ben, je rencontre un petit succès qui me permet d'être édité chez une maison concurrente, on peut la citer, Marabout. Et là, en fait, Marabout, bah, ça m'a soutenu dans mon modèle économique, puisque, pour que vous compreniez, à l'époque, je faisais à la fois des conférences, je vendais des livres, en fait, je faisais un peu de tout. Quand je dis je faisais de tout, je faisais y compris des soirées à domicile, ça s'appelait les rencontres éco-frugales. Donc les rencontres éco-frugales, c'était exactement comme ce soir, sauf qu'on n'était pas aussi nombreux. Et en fait, je venais vendre mon livre, et en échange, les personnes invitaient leurs amis, leurs voisins. Et comment ça se passait? Et bien en fait, je parlais des solutions, mais rapidement, en fait, je prenais plus la parole. Les gens enchaînaient, les gens parlaient de ce qu'ils faisaient, parce que quand on parle de ce qu'on fait, quand on parle de ce qu'on aime, on est légitime, on est fier, et quand on est légitime, on est fier, on a envie de prendre la parole, et on inspire les autres. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Il y avait un truc. Alors, il n'y avait pas un truc au niveau modèle économique, je vendais 3 livres, 30 € la soirée, je rentrais à minuit, c'était pas jouable. Par contre, je me suis dit, les rencontres éco-frugales, c'est dommage d'abandonner. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon atelier éco-frugal. L'idée, c'est que ces rencontres, chacun d'entre vous peut les organiser. Et donc, en 2018, j'ai lancé mon atelier éco-frugal zéro déchet. À l'époque, la thématique zéro déchet était vraiment à la mode. On a commencé par celle-ci. Donc, le principe, c'est qu'avec ces kits d'animation et ces box gratuites qu'on vous envoie, vous pouvez organiser un moment de partage et de convivialité sur ces sujets. Très très simple. Pas besoin d'être un expert. Pas besoin d'être un animateur de la fête du climat, en fait c'est à la portée de tous. C'est un déroulé. Dans ce déroulé, on a 11 petites actions sur le zéro déchet, une des petites actions, c'est l'achat d'occasion plutôt que neuf. Donc vous posez la question autour de la table, qui a fait un achat d'occasion au cours des 12 derniers mois? C'est aussi simple que ça. La personne va parler de son achat d'occasion, elle va en parler de manière désintéressée, donc c'est conseils vraiment sur mesure de qualité. Et ça, c'est les forces de la recommandation, vous l'avez compris. L'idée, c'est qu'avec la force de la recommandation, on arrive à franchir ce que j'appelle le mur de verre. Le mur de verre aujourd'hui, c'est que les gens pensent toujours la même chose. C'est trop compliqué, ça sert à rien, ça prend du temps, c'est trop tard, c'est pas la peine, il y a les Chinois qui ont 5% de croissance. Et bien en fait, vous faites tomber les objections. Pourquoi? Parce que vous montrez que vous faites des choses qui vous bénéficient ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est tout simplement avoir une approche bénéfice. En fait, c'est une sorte d'égoïsme altruiste pour le climat, parce qu'en vous faisant plaisir, bah, vous participez à la décarbonation et à la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Donc, cette approche-là, elle est vraiment typique d'éco-frugal, c'est y trouver son intérêt. Parce que si vous n'y trouvez pas votre intérêt, si vous êtes dans une logique sacrificielle, vous allez abandonner, vous allez vous essouffler. Donc, premièrement, l'approche bénéfice. Deuxièmement, l'approche collective. La transition, elle sera collective ou elle ne le sera pas. Tout seul, on ne fait rien, on ne va nulle part. Et par contre, quand on fait des choses à plusieurs, quand on apprend à réparer ensemble, par exemple, eh ben, on crée des liens entre nous, on gagne de la fierté, on se réapproprie les savoirs, les connaissances, et ça nous fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec l'IA, le consumérisme, l'individualisme, on est dans une boucle mortifère. Je ne vous apprends rien, j'ouvre des portes ouvertes. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la transition écologique, elle peut nous servir pas seulement à décarboner, mais elle peut nous servir à régler des problèmes sociaux et sociétaux, notamment l'épidémie de solitude. Donc il y a énormément de bénéfices. Et donc le but d'EcoFrugal, c'est de faire la pédagogie de ces solutions. Et qui de mieux que vous, que chacun d'entre vous ce soir, pour faire la pédagogie des solutions au cours de l'atelier EcoFrugal. Et donc juste, je vous dis 2 mots aujourd'hui sur ce qu'on a réussi à faire. On a réuni plus de 10 000 personnes en France au cours de ces ateliers. On a 1000 ambassadeurs et ambassadrices. Ce sont principalement des femmes. On a une communauté aujourd'hui, sur ces 10 000 personnes qui ont participé aux ateliers, on a 80% de femmes et je voudrais les remercier, les saluer, les applaudir ce soir. Il y a ceux qui disent et il y a celles qui font. Voilà. Et cette communauté, pour moi, elle est emblématique parce que cette communauté, elle est CSP+. Vous ne serez pas étonnés, elle est CSP+, c'est une communauté de personnes qui sont engagées, qui ont accès à Internet, qui ont accès à la connaissance et qui veulent aller plus loin. Et cette communauté CSP+, donc de femmes diplômées, sur le site EcoFrugal, vous pouvez calculer votre empreinte carbone. Et l'empreinte carbone de cette communauté est à 5 tonnes. Et c'est exceptionnellement bas. Pourquoi? Parce que la moyenne des Français est à 10 tonnes. Sauf que cette communauté dont je vous parle, CSP+, elle ne devrait pas être 10 tonnes, elle devrait être beaucoup plus, puisqu'en fait, l'empreinte carbone est directement corrélée à votre niveau de revenu. Donc en fait, ce que montre cette communauté EcoFrugal, c'est qu'on peut faire un énorme bout de chemin
même quand on a des revenus élevés et qu'on peut réduire son impact carbone. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est notre modèle économique. Parce que je dis on, je suis le seul salarié d'Ecofrugal, mais il y a 1000 ambassadeurs, ambassadrices, et on a 15 coachs. Ce sont un peu comme les fresqueurs, des indépendants qui sont formés pour déployer des ateliers, mais cette fois à l'échelle Ecofrugal XXL. C'est quoi les ateliers Ecofrugal XXL? C'est un moment où on va réunir, si on a le temps, parce que ça dépend des contraintes des entreprises et des collectivités, une demi-journée, 100, 200 agents, comme ça s'est passé à Quimper au mois de juillet, et ensemble, ils vont tous partager leurs solutions. Et pour ça, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés. On a des coachs, parce que autant faire un atelier, c'est hyper simple, autant le faire avec 100, 200, 300 personnes, on a besoin d'avoir des coachs. Et donc là, ça participe à notre modèle économique, puisqu'en fait, ils reversent une partie, on facture cette prestation. Et pourquoi on a lancé ça? Parce qu'on s'est aperçu que les entreprises, les collectivités ne savaient pas qui, parmi leurs salariés, était engagé. Et en fait, quand vous créez les conditions pour que chacun puisse prendre la parole, que chacun puisse s'exprimer, vous vous apercevez que la comptable, finalement, c'est une reine du zéro déchet, que vous vous apercevez que, par exemple, le responsable marketing, en fait, il adore la réparation, et tout ça, ça crée des possibles. Ça crée des possibles, ça permet aux salariés de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, et ça permet à la direction de se rendre compte qu'elle a des talents cachés, et elle peut capitaliser dessus ensuite pour travailler ensemble sur la transformation écologique des entreprises. Donc aujourd'hui, le métier d'Ecofrugal, c'est avant tout de la gratuité, du Creative Commons, donc tous les kits d'animation, tout ça c'est gratuit grâce à des partenaires. Et à côté de ça, on a ces prestations, l'atelier Ecofrugal XXL dans l'entreprise. Alors, maintenant, pourquoi une nouvelle édition? Puisque 10 ans plus tard, ça c'était en 2015, au moment des accords du climat de Paris. Et ça c'est cette... Excusez-moi parce que j'ai quelqu'un... Est-ce que quelqu'un peut prendre pour moi? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin, c'est vraiment... Il y a besoin des institutions qui ne trouvent pas le livre. Pourquoi un nouveau guide? Me direz-vous. Pourquoi un nouveau guide? Alors, on pourrait se dire tout est foutu. Les accords de Paris, c'était 1,5, 2 degrés, la trajectoire. Là, on est déjà à 1,5 degrés. Donc, on pouvait se dire tout est foutu. De même que, on parle beaucoup de backlash. Moi, je préfère parler, j'aime bien les mots français, ceux qui me connaissent, de revirement, de rétropédalage. Et là aussi, on peut se dire, ça ne sert à rien, c'est foutu. Suppression des ZFE, enfin la loi du pont et autres, remise en cause de la CCRE. Eh bien moi, ma conviction, c'est pour ça qu'on sort cette 3e édition, et merci Florence et aux éditions Le Duc de m'avoir fait confiance, c'est qu'il est plus que jamais nécessaire de cultiver ensemble l'envie d'agir, et j'ose le dire, agir, ça nous permet d'être plus heureux. Et ça, c'est très important, il faut l'assumer. En permanence devant la télé, vous avez des messages subliminaux pour vous dire « achetez mon produit, vous êtes heureux ». Nous, dans l'écologie, on n'ose pas le dire. On n'ose pas dire qu'agir au quotidien, ça nous apporte plein de satisfaction et ça nous permet d'être plus heureux. Donc c'est le message d'optimisme qu'on veut porter avec Ecofrugal. Mais au-delà de l'optimisme, c'est un biais, c'est un message, le message de l'action, le message qui consiste à dire, à prôner une écologie pragmatique, fédératrice et ambitieuse, une écologie plaisante et à la portée de tous. Donc dans ce nouveau guide, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir toutes les solutions actualisées. Alors, je ne vais pas vous parler de back market ou de Vinted, tout le monde connaît, mais est-ce que par exemple vous connaissez Télécop? Non. Je suis bien Télécop. Voilà. Télécop, tu veux dire de vous sur ce que c'est? C'est un forfait qui t'incite à consommer moins de data. Voilà. Un forfait téléphonique. Et donc ça, c'est dans les modèles d'affaires, c'est une révolution. Faire en sorte que moins votre client consomme, que vous ayez intérêt à faire consommer moins votre client. Ça, c'est vraiment une révolution. Donc, je parlais de Télécom. Autre exemple. Qui a entendu parler de Regenbox? La Regenbox. Fabrice, je sais. La Regenbox, toutes les piles alcalines d'1,5 volts sont rechargeables. C'est plus d'1 milliard de piles aujourd'hui qui sont jetées chaque année. Elles sont rechargeables et c'est une société française, Regenbox, qui vient de lancer un produit qui faisait de la R&D, je les connais depuis 10 ans presque. Et ça y est, son produit marche et ça permet de recharger des piles alcalines avec des micro-impulsions électriques. Voilà. Autre exemple, moi qui viens de la finance, qui connaît Green God par exemple? Ça commence à être un peu connu. Maud Caillot. Maud Caillot, voilà, des femmes, exactement. Qui connaît l'ITA? L'ITA par exemple pour le financement participatif de projets à impact. Puis après, on va en parler. Voilà, toutes ces solutions-là, en fait, elles ont émergé au cours des 10 dernières années. Et puis il y a des solutions qui étaient déjà là depuis 10 ans et qui ont évolué. On va en parler ce soir parce qu'on a 2 intervenants qui sont là pour témoigner. Bref, dans ce livre, des solutions actualisées, mais pas que. Vous avez également 300 pistes d'action pour agir dans votre entreprise ou votre collectivité grâce au retour d'expérience de toute la communauté Ecofrugal.
parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les ateliers éco-frugales gratuits et citoyens ont lieu majoritairement entre collègues entre midi et 2 heures. Et grâce à ces retours, on a pu extraire 3 satisfactions d'entreprise. Et dernière chose, c'est faire connaître les ateliers, bien sûr éco-frugales, faire connaître ce qu'on fait, mais pas seulement. En fait, en France, on a des idées, on n'a pas de pétrole. Et ces 10 dernières années, il y a un écosystème incroyable. Il y a Charles Sirot qui a été cofondateur de la Fraise du Climat. Il y a l'atelier de Tonnes, il y a Ma Petite Planète. Et bien, toutes ces solutions, toutes ces animations d'intelligence collective, en fait, on en parle dans le guide, on donne des témoignages. De manière à ce que quand vous lisez le livre, vous preniez comment vous pouvez agir à l'échelle individuelle chez vous et au travail. Et vous avez aussi des relais pour aller plus loin grâce à ces outils d'animation collective. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais maintenant donner la parole à quelqu'un qui m'a fait l'honneur de préfacer la nouvelle édition du Guide éco-frugal. Et alors, avant de te présenter, je vais mettre une photo parce qu'elle dit tout sur toi. Cette photo, la voici. Et quand j'ai demandé à Fabrice, c'était comme ça, en fait, j'ai croisé, il me dit, c'est Fabrice qu'il me faut pour préfacer pour le nouveau Guide éco-frugal. C'était à Chesna. Je vais voir Fabrice, comme ça, un peu, vous connaissez un peu l'affaire au fusil. Fabrice me dit tout de suite oui. Incroyable. Il y a peu de gens qui sont capables comme ça de dire tout de suite oui. Donc, Fabrice, vraiment, il faut nous faire un grand merci, c'est rare. Et cette photo, c'est toi, parce que tu as été réactif, dynamique, tu as tout de suite foncé. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Fabrice. Fabrice, je vais te laisser te présenter. Ce qui est intéressant, j'ai fait exprès de ne pas parler de Genact et du C3D, si tu veux bien me rejoindre. Et ma question va être simple, c'est peut-être à toi de parler de ton parcours de C3D et de Genact. Et puis après, j'aurai une deuxième question. On n'a pas de micro, désolé pour un peu le faire porter à vous. Bon, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Merci, merci d'être là. Parce que franchement, ce qu'a fait Philippe, c'est extraordinaire. C'est un type sincère, c'est un type gentil. Et j'adore les gens gentils. Et en fait, c'est hyper utile. Ce qui fait partie dans le triangle de l'inaction, il y a ce qu'on peut faire à titre individuel. Ben là, il incarne ça mieux que personne. Dans notre sphère d'influence individuelle, il faut faire tout ce qui a marqué dans le guide éco-frugal. Moi, ça m'a inspiré dès la première édition, parce que je les ai tous connus. Et ça m'a complètement changé ma façon de consommer, ou plutôt de déconsommer. Et puis après, il y a ce qu'on peut faire au niveau des entreprises. Alors ça, c'est plus mon domaine, avec bien sûr le C3D, que je préside depuis 8 ans, qui est la plus grosse association en France de responsables RSE. On a complètement échoué au C3D. C'est l'échec total. Mais on sait pourquoi. On sait que le capitalisme est plus fort que la transformation des modèles d'affaires. Donc c'est un club de tabalou. On essaye de se serrer les coudes les uns les autres pour ne pas tomber dans l'éco-anxiété profonde. Alors bien sûr qu'on fait des choses intéressantes, on essaye de limiter la casse, mais en aucun cas on n'a pas réussi à faire shifter les modèles d'affaires de nos entreprises. Et moi le premier, je suis resté très longtemps dans une grande entreprise et j'ai échoué. Et c'est parce que j'ai échoué que je me suis dit, mais finalement, on ne peut pas faire reposer sur les seuls responsables des RSE la responsabilité de transformer les modèles économiques linéaires en modèles économiques permacirculaires basés sur l'intensité d'usage, enfin tout ce que Philippe raconte très bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques mois, on a décidé de créer une nouvelle association qui s'appelle Genact. Voilà. On est déjà 2300 membres à jour de cotisation, parce qu'il faut aussi bien sûr faire vivre l'association. Et Genact, c'est une association pour les collaborateurs dans les entreprises qui sont conscientisés par l'urgence d'agir. L'urgence d'agir, je pense que même s'il y en a qui contestent encore, ça se voit quand même. Ils ont fait la fresque, ils ont fait l'atelier d'automne, ils ont lu éco-frugal, puis ils se disent, d'accord, à titre personnel, je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse. Mais par contre, dans mon métier, quand je suis comptable, quand je suis acheteur, quand je suis concepteur, quand je suis n'importe quoi, qu'est-ce que je peux faire? Et donc Genact, c'est ça. Genact, c'est pour aider les collaborateurs à monter en compétences sur les sujets de la transformation des modèles d'affaires pour aller vers des modèles économiques à visée régénérative. Et ça nécessite de tout réapprendre, parce que le marketing de l'usage, ce n'est pas le marketing de la possession. Concevoir des produits qui vont durer très très longtemps parce qu'on va vendre l'usage du produit et pas le produit. L'économie de la fonctionnalité, la coopération, hélas, on n'apprend pas ça à HEC, ni à l'ESCP, ni dans aucune école de commerce, forcément, parce que c'est le contraire de l'économie de volume. C'est l'économie de la frugalité dans le sens où on va fabriquer moins pour utiliser plus. Et pour reprendre ce que tu as dit au début de ton intervention, ce qu'il faut, c'est qu'on intensifie l'usage de tout et n'importe quoi. On est obèse en tout. Obèse en mètres carrés construits, plus de 10 millions de mètres carrés vides aujourd'hui en immobilier tertiaire aujourd'hui en France, 10 millions de mètres carrés, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. On a trop de voitures, les taux d'utilisation des voitures c'est 4% du temps, donc 96% sur les voitures ventouses. Les vêtements, 125 milliards de pièces de vêtements fabriquées en 2024.
C'était 6 milliards en 91, et je vous promets que j'étais pas à poil en 91, on était déjà habillés. Et donc il y a 70% de ces vêtements qui sont portés moins de 5 fois avant d'être jetés. Et jetés de banc, il y a là des exemples, il y en a des dizaines comme ça. Donc on a trop de tout, et on ne partage pas assez, on ne mutualise pas assez. Et il l'a dit, parce qu'il a tout dit, quand on mutualise, forcément on se parle. Et ça rend heureux de se parler. En fait, il faut qu'on passe d'une société qui est riche en biens à une société qui est riche en liens. Et c'est ça qui va tout changer, parce que le récit de la frugalité, c'est le bonheur. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec Philippe là-dessus. Et donc, avec Genact, on souhaite, en association avec la CEC, bien sûr, avec le Shift Project, provoquer la grande bascule de la transformation des modèles économiques des entreprises pour rompre avec le linéaire qui est écocide, qui est prédateur, extraction, fabrication, utilisation et homo detritus, 100 milliards de tonnes de matières premières pour 96 000 milliards de PIB aujourd'hui au niveau mondial. Il n'y a que 7% de ces matières premières qui reviennent dans le cercle industriel. Tout le reste, c'est des déchets. C'est brûlé, c'est enfoui, c'est dispersé. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Il faut aller vers l'économie de l'usage, il faut qu'on partage, il faut qu'on mutualise. Et ce n'est pas le retour au Moyen-Âge. Alors, quoique, sur certains aspects, ça serait peut-être pas mal. Ils rigolaient plus, ils baisaient plus. C'est pas mal. Et je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à aller vers cette économie du partage et cette économie de la mutualisation, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On est en survitesse. Quand on entend le patronat qui dit bah oui, il faut qu'on fasse de la croissance, bah oui, ça fait 50 ans qu'on fait de la croissance avec des milliards d'emprunts, parce qu'en fait, on finance notre croissance en empruntant sur les marchés financiers. On atteint 3400 milliards de dettes, c'est complètement dingue. Donc, merci. Merci d'avoir pris ta part sur l'un des piliers. Il y a donc, bien sûr, dans le triangle de mi-action, le citoyen et le citoyen éco-frugal. C'est plus important que la Bible. Il faut la lire, ce document-là. Parce que la Bible, c'est prier un doute pour que ça nous protège de la réalité. L'éco-frugal, c'est prier une certitude pour que ça nous protège d'un changement qui est irréversible. Et là, si on ne fait rien. Ensuite, il y a ce qu'on va faire avec Genact. Donc, si vous êtes actif, vous, dans une entreprise, et que vous voulez vraiment changer les choses, formez-vous à l'économie à visée régénérative, donc adhérez à Genact. Et vous pourrez ensuite aller dans des Genact Land, qui sont des incubateurs de projets. Ça fait que 6 mois que ça existe, Genact, on a déjà 2300 membres. C'est quand même complètement dingue. Bravo. Et si vous êtes responsable RSE d'une entreprise, vous pouvez nous rejoindre au C3D, parce qu'au C3D, même si on n'arrive pas à faire la révolution, on fait des beaux événements. Et je vous encourage à regarder en replay à partir du 8 novembre prochain sur Ushuaïa TV et à partir du 17 sur TF1+, eh bien Play for Life, et vous allez tous pleurer en regardant Play for Life. Voilà. Merci Fabrice. Merci. Il y a une personne qui était déjà là il y a 10 ans, Laure Verhaeghe, la fondatrice de l'Endosphère, de me rejoindre. Tu peux venir, merci. Didier, le fondateur de Day by Day, pareil, de nous rejoindre. C'était déjà là il y a 10 ans. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres structures dans la REC, donc je voudrais inviter Pedro Gomez, le fondateur de The Swarm, qui est ici. Alors, je vous rassure, ça ne va pas durer trop longtemps, mais en fait, moi j'ai 2 questions qui sont très importantes. La première question, c'est que Laure et Didier étaient déjà là il y a 10 ans. À l'époque, Day by Day, c'est un mot, était au début, on ne sait pas. Didier va vous en parler, et puis l'Endosphère était à tous les débuts. Donc moi, là, je vais vous demander peut-être de parler des entreprises descriptives, peut-être, et puis ensuite de dire les 10 dernières années, comment vous les avez vécues, qu'est-ce que vous avez constaté. Alors, nous, on ne se connaissait pas, Pedro n'était pas là, moi je te demanderais de parler d'entreprise actuellement, café, et peut-être commencer par toi, Laure, savoir, quand j'ai parlé de l'Endosphère, tu vas en parler de moi, c'était en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Où en êtes-vous? Et qu'est-ce que fait l'Endosphère? Et comment on participe à la transition économique? Merci Philippe. Et déjà bravo d'avoir sorti cette 2e édition d'une Bible, effectivement, qui devrait être lue et sur toutes les tables de chevet. Non, c'est nous. Et merci de me donner la parole ce soir, c'est un grand honneur et un grand plaisir. On a effectivement créé l'Endosphère quelques mois avant la publication de l'édition du premier tome, la première édition d'Éco-Frugal. L'Endosphère, c'est une plateforme de financement participatif qui permet aux citoyens, aux épargnants français d'investir dans la transition énergétique. Et c'est ce que tu disais, il faut que ce soit bénéfique
parce que si ce n'est pas bénéfique, c'est philanthropique, on s'épuise et on ne voit pas les fruits concrets et on n'y arrive pas. On ne peut pas tenir sur la longueur. L'endosphère, ça permet d'investir, ça permet de prêter, ça permet de devenir le banquier ou la banquière de fermes éoliennes, de centrales solaires, d'unités de méthanisation, de réseaux de chaleur, et ça permet d'avoir le bénéfice concret de ces installations d'énergie renouvelable qui sont essentielles pour la décarbonation du mix énergétique, pour la souveraineté énergétique et pour les enjeux géopolitiques et énergétiques qu'on connaît aujourd'hui. C'est donc une plateforme qui aujourd'hui, en 2015, c'était peut-être quelques centaines d'investisseurs qui s'étaient inscrits. Aujourd'hui, c'est 100 000 investisseurs, à 95% des particuliers. On a quelques... C'est de la croissance hyper frugale. Bravo. C'est du bon cholestérol. C'est du bon cholestérol. C'est des personnes qui me disent tous les jours, au lieu d'avoir mon argent sur livret A ou sur un livret développement durable, dans un livret quelconque où je ne sais pas à quoi sert mon épargne, je ne sais pas si c'est cohérent avec mes valeurs, je ne sais pas où éplucher mon argent, avec l'endosphère, je sais que je finance telle centrale solaire implantée à tel endroit, dans quelle collectivité, avec tel développeur qui est une entreprise française et qui investit et qui déploie la transition énergétique sur les territoires. On fait des réunions d'information sur site, on fait des relations presse locales, on permet aussi de la pédagogie sur le terrain, aux côtés des développeurs d'énergie renouvelable, de battre en brèche des fake news sur ce qu'est une énergie renouvelable et à quoi ça sert. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus essentiel que c'est devenu des épouvantails pour toute la partie droite, extrême droite de l'échiquier politique, d'agiter l'inutilité et de dire que c'est un gouffre financier, ce qui est tout sauvé, ce qui est vraiment très néfaste et délétère aujourd'hui. Et donc l'endosphère, c'est à la fois un levier de financement d'épargne des énergies renouvelables qui est aujourd'hui pleinement implanté dans le paysage de financement des développeurs d'énergie renouvelable. On a un vrai levier de financement aujourd'hui pour ces développeurs, avec 750 millions d'euros qui ont été levés en 10 ans via la plateforme. On peut l'applaudir. Ma plus grande joie, ma plus belle satisfaction chaque jour, c'est de voir ces dizaines d'investisseurs. Au début, c'était un tous les 3-4 jours. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines par jour qui s'inscrivent sur la plateforme pour financer la transition énergétique. Et on nous dit tous les jours, ah non, mais les Français ne veulent pas d'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable c'est mieux, les temps ça sert à rien. Et nous, on voit tous les jours des dizaines d'investisseurs qui s'inscrivent pour financer les énergies renouvelables. Et ça, c'est ma plus belle satisfaction. Je donne la parole à mon voisin, Pedro. Alors, Pedro, ce qui est justement intéressant, c'est qu'on s'est rencontrés ici, passe par hasard, via notre réseau social interne. Tu es cofondateur de Swarm. C'est l'accompagnement, c'est de la transition RSE. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que tu es spécialisé sur l'hôtellerie et tu accompagnes le secteur de l'hôtellerie. Donc, je voudrais que tu dises quelques mots sur ton entreprise aujourd'hui, ce que vous faites là. Merci. Déjà, merci. Ma voix, je ne sais pas si elle va beaucoup porter parce que je suis un peu malade en ce moment. Déjà, merci beaucoup, Philippe, pour cette invitation pour me donner l'opportunité de prendre la parole. Alors, The Swarm Initiative, c'est un tout petit cabinet de conseil, mais 7 personnes, 7 salariés. Donc, il y a des emplois stables, ce qui n'est pas très courant dans le secteur sur lequel on intervient. Et ce qu'on propose, c'est un accompagnement à la transition des hôtels vers des pratiques, des modèles opérationnels et quand c'est possible, des modèles d'affaires plus vertueux, que ce soit sur le volet écologique, social et sociétal. Et donc on travaille dans le secteur du tourisme, qui est un secteur qui est très présent en France et en Europe. Je pense que l'Europe, à l'avenir, sera un continent de tourisme. Franchement, la réindustrialisation, on ne la voit pas trop. Par contre, on voit que de plus en plus d'étrangers viennent sur le continent, que le secteur se développe. Et avec ce développement, il y a aussi un impact très fort, qu'il soit environnemental ou sociétal. On voit plusieurs villes où ça ne se passe pas très bien, comme Barcelone, ça arrive aussi à Paris. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire cet impact, parce que l'impact il sera toujours là. Le tourisme est un secteur avec un impact négatif d'un point de vue environnemental, malgré toutes les retombées économiques, sociales, parce que ça crée de l'emploi, ça peut créer du lien quand c'est plutôt bien fait. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter une touche positive à des hôteliers qui ne pensent pas au sujet sur lequel on travaille, donc prendre notre bâton de pèlerin, aller convertir beaucoup de monde. Et aujourd'hui, après 3 ans d'activité, on a déjà 67 clients quand même sur l'hôtellerie. On commence même à travailler avec des très gros acteurs qui
qui ont une charge symbolique assez forte, comme des palaces, des 5 étoiles, où on arrive à faire changer les choses, où même moi, il y a 3 ans, j'imaginais pas que c'était possible. Et donc, pour faire avancer le Schmidt-Wick, on s'appuie sur 2 certifications. L'écolabel européen, que vous connaissez peut-être, c'est la petite fleur qui est un peu partout. Il y a plus de 100 000 produits, et ça s'applique aussi à l'hôtellerie. Donc, c'est le label le plus exigeant, parce que les labels, c'est une jungle, donc il y a à boire et à manger. Il y en a certains qui sont vraiment exigeants, qui permettent de changer les choses. Et en fait, la force du label, c'est que ça oblige les gens à faire ce qu'il y a à faire quand ils veulent obtenir le label. Parce que si on s'engage dans un label, il va falloir qu'on coche toutes les cases. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu comme l'éco-frugal aussi, c'est de rendre ce qu'on est en train de faire désirable, de l'ancrer dans les pratiques et de faire en sorte après notre départ, donc on fait à peu près 1 an de projet, les choses restent. Et donc Ecofrugal arrive dans ce contexte-là, parce qu'au-delà du côté technocratique, descendant de faire appliquer un label dans une structure, on a envie que les gens s'approprient ces sujets-là, qu'ils aient des idées pour la suite et qu'ils aillent au-delà du label. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à imaginer ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, la connaissance que tu apportes, qui est très terre-à-terre et très pratique, elle permet aux salariés, dans leurs réunions, parce qu'on a mis en place des comités RSE, même si parfois c'est des hôtels de 10-15 salariés, hein, mais il y a des comités RSE. Et à un moment, ils étaient bloqués, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut encore changer? Il faut peut-être des idées, et Ecofrugal, nous on en a acheté plein. On commence à offrir à nos clients pour que à l'hôtel, les salariés puissent le feuilleter, regarder, tiens, c'est la thématique eau sur les 3 prochains mois, parce qu'on est en été. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sur Ecofrugal, il y a plein d'idées. Et donc, c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. On essaiera d'aller plus loin, mais pour l'instant, c'est l'usage qu'on lui donne. Et on te remercie, Philippe, parce que c'est super utile et c'est très bien reçu. Merci beaucoup, Pedro. La parole à Didier Oretta. Donc, Didier, tu étais déjà là il y a 10 ans quand on a fait le lancement du Ecofrugal sur la ville des Champs-Élysées. Et à cette époque, elle était à ses débuts. Donc je veux bien que tu nous racontes un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé depuis au cours des 2 dernières années, et faire découvrir Day by Day à celles et ceux qui ne connaissent pas. Vous avez 2 jours. On va faire ça de manière assez simple. Donc, notre métier chez Day by Day, c'est de proposer de l'achat en vrac et en consigné. En fait, vous faites vos courses en réduisant le gaspillage et en réduisant évidemment les déchets d'emballage. Donc, quand on démarre la première expérimentation en 2013, de dédier un point de vente à ce type de consommation, d'abord il n'y a pas d'offre. Nous on ouvre une épicerie pour que les gens fassent leurs courses avec 70 références. Pour vous donner un aperçu sur les produits de grande consommation, un hyper de 10 000 m², on a 47 000. Les produits de grande consommation hors frais, juste du sec et liquide. Donc on ouvre avec 70, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. C'est un marché qui représente rien, quelques dizaines de millions d'euros de consommation, pas grand-chose. Et surtout, il n'y a pas d'outils, pas de méthode, pas de système d'info, rien qui permette de le gérer convenablement et de manière moderne pour les contemporains. Donc on décide quand même de s'attaquer à ça avec une logique qui est assez simple. Le gaspillage est une catastrophe, et le gaspillage alimentaire est une catastrophe au-delà des catastrophes. Ça coche toutes les cases de ce qui nous met dans le mur, sans aucune difficulté. Donc évidemment, on ne peut pas imaginer que sur l'alimentation, ça soit purement la partie consommable de l'alimentation soit purement circulaire. Elle l'est d'une certaine manière par la nature elle-même, mais en tout état de cause, le premier impact qu'on peut éviter, c'est de ne pas produire des trucs que personne n'a jamais bouffé, ni un animal, ni un humain. Ça paraît quand même à peu près raisonnable de penser comme ça. Bon, sauf qu'il y a 40% de la production agroalimentaire qui ne sera jamais consommée ni par un animal, ni par un humain. Et sur ces 40%, à domicile, dans les pays développés, nous sommes responsables d'à peu près 35%. Soit en émissions de gaz à effet de serre, la même chose que l'aviation mondiale. Donc il fallait s'attaquer au problème, il fallait gérer le problème. Avec une logique, alors je rejoins ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, l'économie linéaire s'évente toujours plus, le capitalisme habituel, et moi j'ai contre le capitalisme, il dure depuis le XIe siècle, c'est peut-être ces 2 rives des 3 derniers siècles qu'il faut adresser. Et la logique elle-même, elle est ailleurs. Mais en tout état de cause, nous, on a été les premiers commerçants de France à avoir un slogan de base à proposer à nos clients. Pour pas acheter, il ne faut pas acheter. Donc en fait, moi, je vais chercher des clients en leur disant « Venez chez moi, ne pas acheter ». En tout état de cause, ne pas acheter ce que vous auriez jeté. Donc on démarre cette aventure.
Ça a été gentiment, et on a essayé de mettre en place l'écosystème, de trouver des modèles économiques, donc il a fallu tout créer, hein, depuis les flux logistiques, le sourcing, les produits, la manière de les vendre, les systèmes d'infos, les traçabilités, répondre aux normes. Pour que ça se diffuse le plus largement possible, comme c'est un marché qui n'a pas de demande, il faut en faire un marché d'offres, donc on a voulu être très nombreux. Pour être très nombreux et être très nombreux vite, il ne faut pas le faire tout seul. Donc en 2016, on crée une association pour la filière qui a pour but de faire en sorte que des tas de gens fassent comme nous sans être avec nous. Quand vous êtes un franchiseur, dont le but est d'avoir plein de franchises, de dire à des gens, voire de les former gratuitement, imaginez la tronche des adhérents, en dire à des gens, ouvrez votre propre boutique, mais pas en franchise chez moi. Donc après, pour pas acheter, il ne faut pas acheter, mais chez moi, n'achetez pas. Ça, c'est un peu contre nature. Mais on l'a quand même fait. On a développé cette association qui a eu beaucoup de poids. On a ouvert à peu près jusqu'en 2020-2021, donc la période Covid un peu plus compliquée, avec les petits retournements qu'on connaît aujourd'hui, même s'ils ont l'air très gros, on en reparlera. Mais avec les retournements temporaires qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu au total un bon millier de boutiques spécialisées qui ont ouvert sur ces métiers-là, ce qui est pas mal. Il en reste à peu près 600 aujourd'hui. Il y a un retournement post-Covid. Sachant que quand on ouvre en 2013, il y en a 0. Donc vous voyez la sinusoïde, c'est pour ça que je parle de retournement temporaire, parce qu'en fait c'est exactement comme la courbe des températures. Quand on regarde, finalement, il y a plein de disent, oh, il ne se passe rien, parce que regarde, il fait froid. Hein, la météo et le climat, c'est pas la même chose. Regarde, il fait froid, il ne se passe rien. Ah ouais, on regarde les courbes, elles font ça. Mais en fait, la ligne, elle fait ça. Quand on regarde la courbe de tendance, elle est comme ça. Et bien dans nos changements, c'est la même chose. Le marché aujourd'hui, il est 25 fois au-dessus de ce qu'il était quand on démarre en 2013. 25 fois. C'est pas une paille. Et pourtant, il est 40% inférieur à ce qu'il était en 2021. Ce qui n'est pas facile non plus économiquement à tenir. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, ces changements, ils s'opèrent en profondeur. Et pourquoi ils s'opèrent? Parce que, et c'est ce à quoi le travail que fait Philippe, et évidemment tous les gens qui l'accompagnent contribuent, si on veut faire un changement de paradigme dans les fonctionnements des individus, moi je suis à peu près convaincu qu'il faut 3 piliers. Si on ne les élève pas les 3 en même temps, on est mort, il ne se passera rien. Mais absolument rien. Il faut de l'éducation. Alors on fait beaucoup d'éveil sur des sujets environnementaux, mais on ne fait pas d'éducation, très peu. T'en fais. Pourquoi tu fais de l'éducation? Parce que l'éducation, ce n'est pas de l'éveil. Ça, c'est le point zéro de l'éducation. L'éducation, ça va jusqu'à la transmission de savoir-faire. Si vous ne faites pas de transmission de savoir-faire, vous n'avez pas fait d'éducation. Or, on est assez minable sur ces sujets-là dans la transmission de savoir-faire. Dans les sujets qui nous concernent, toute une population aujourd'hui, et j'en suis responsable dans ma génération, comme l'ont été mes parents avant moi, ne sait pas éplucher une carotte, pour être un peu caricatural. Donc ça va être un peu compliqué de consommer différemment quand on ne sait pas éplucher une carotte. C'est une montagne d'éplucher une carotte. Et affronter la montagne, c'est difficile. Le deuxième pilier qui est important, c'est l'incitation. Et l'incitation, c'est pas très compliqué, c'est la fiscalité, la réglementation. Tu fais mal, tu fais bien, j'essaie de t'accompagner. Bon, ben nous, on a créé une association de filière en 2016 qui va avoir 10 ans, et on a écrit un certain nombre de textes de la loi AG dès 2020 pour bouger la réglementation et la fiscalité. Et par exemple, pour le vrac, il y a une obligation en 2030 de toutes les surfaces de plus de 400 m² de consacrer 20% de leur surface des produits de grande consommation aux produits présentés sans emballage primaire, qui a été repris à 10% dans la fameuse PPWR européenne, la réglementation européenne, qui a été validée cet hiver et qui rentrera en vigueur dans nos pays en juin 2026, qui fait que ça fait tache d'huile partout. Ben ça va pousser l'offre. Donc ça va créer le changement. Et puis, le troisième pilier, c'est les solutions. Et tu as dit tout à l'heure la pédagogie de la solution, finalement tu réunis 2 piliers. Et ces solutions, elles passent par leur existence, et nous, notre métier, c'est d'être une solution pour trouver les produits. Pour trouver où je peux acheter en réduisant mon impact, en réduisant mes déchets, en réduisant ma consommation d'emballage. Et toi, tu es de la solution quotidienne pour mettre en œuvre en permanence tous ces petits changements qui peuvent influer. Je pense que c'est ça la clé. L'éducation, l'incitation, la solution. En faisant la pédagogie des solutions, tu adresses déjà deux. Merci Didier. Maintenant que chacun d'entre vous, y compris Fabrice, c'est que voilà, les 10 dernières années écoulées, vous avez vu,
belle histoire de croissance frugale, j'aime bien m'amener les oxymores, parce qu'on peut faire de la croissance, gagner en qualité de vie, augmenter son niveau de vie, gagner en santé, en bien-être, c'est illimité, sans augmenter son impact environnemental, et c'est le cas de nos démarches respectives. Donc voilà, je trouve que c'est emblématique. Les 10 dernières années écoulées, maintenant ma dernière question pour chacun d'entre vous, ça va être les 10 prochaines années, quelques mots, comment on garde le cap? On commence par toi là. C'est pas facile comme question. Vaste sujet, Comment on vaste garde ce sujet. cap? Nous, il faut qu'on en aille beaucoup plus vite. 750 millions d'euros investis dans les ENR par des particuliers, ça paraît beaucoup. C'est plus l'épaisseur du trait, c'est encore epsilon par rapport à ce qu'il faut faire. Il faut flécher des dizaines, des centaines, des milliers de milliards vers la transition énergétique. Et ça, c'est malheureusement pas le chemin qui est pris aujourd'hui. Et là, je vous conseille, et Paul, tu l'as cité plusieurs fois, les excellents rapports de Reclaim Finance, Banking on Climate Chaos, qui sont juste édifiants à tout point de vue sur les trajectoires qui sont prises et sur ce qui s'est passé depuis l'accord de Paris sur le financement des énergies fossiles et la fossilisation de la finance. Et ça, c'est vraiment notre raison d'être chez l'Endosphère, c'est comment on décarbone les flux financiers. Alors, à l'échelle de chaque particulier, à l'échelle de chaque individu, parce que c'est aussi un des premiers leviers de décarbonation de votre quotidien. L'empreinte carbone que vous avez, l'empreinte carbone qu'on a tous, elle est en partie indirecte par l'usage qui est fait de notre argent chez les banquiers, les assureurs à qui on confie notre épargne. Et donc accélérer, évidemment, accélérer sur le financement de la transition énergétique. Et ça ne se ferait pas par quatre chemins. Et aujourd'hui, la Chine, on le voit, prend une longueur d'avance, va affirmer son leadership sur la production des ENR. Et aujourd'hui, les énergies sont les plus compétitives. On vient de sortir le prix du mégawattheure nucléaire à 65 € par mégawattheure. On sait que les prochains ils sont à 130, mais l'énergie renouvelable sont compétitives, indépendamment de toute considération climatique ou de souveraineté énergétique. Donc, elles peuvent faire le travail. Aujourd'hui, il y a des lobbying, il y a des blocages, il y a des changements logiciels qui ne sont pas faits, et que certains ne veulent pas faire, évidemment. Chaque euro qui est investi dans cette transition énergétique est un euro qui contribue à lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut absolument accélérer dans les années qui viennent, c'est le nerf de la guerre. Et le deuxième, c'est la pédagogie. Parce que s'il n'y a pas de pédagogie, s'il n'y a pas d'incarnation des solutions, il ne se passera rien. Si on n'est pas au courant de ce que fait le voisin, si on n'est pas au courant que les solutions existent, eh bien on va rester tout seul dans son coin à se dire bah, je ne peux rien faire de plus qu'arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre l'avion et tout faire à vélo. Mais si on peut aller plus loin et on peut le faire ensemble, et c'est là où je te rejoins, il faut que ce soit recréateur de liens. Et nous on le voit sur le terrain, c'est génial quand on est en réunion ou en permanence d'information et tout d'un coup c'est un investisseur qui est là depuis 10 ans qui commence à prendre la parole pour expliquer à son voisin comment on fait pour investir sur l'Endosphère, c'est bon, on a gagné et ça fait cache d'huile. Et il y a une vraie fierté, et ça on voit aussi, à contribuer, à être actif et à pas juste regarder les trains passer en disant bah, c'est trop tard et c'est foutu. Autrement dit, à nouveau, agir rend plus heureux. Merci. Pour accélérer, voilà, une partie de votre épargne, vous pouvez commencer à la réfléchir vers les énergies décarbonées, vers la transition. Pedro, toi, comment on tient le cap dans les 10 prochaines années? Question ambitieuse. 10 ans pour Quel moi, est ton conseil? c'est très très long. C'est très très long. C'est très très long. Alors dans notre aventure entrepreneuriale, on est très opportuniste. C'est-à-dire qu'on regarde chaque année comme une nouvelle année qui est un défi. Et par exemple, l'année prochaine, le défi, c'est de garder tous les CDI qu'on a. Donc déjà, c'est très très concret. À 10 ans, c'est très difficile de se projeter. Et l'exercice que je peux faire en termes de prospective, que j'ai fait et que je fais actuellement, c'est que je me suis lancé dans un doctorat. Et donc, je réalise un doctorat en management de l'innovation très centré quand même sur les transitions à l'école polytechnique, donc en sciences de gestion. Et je m'intéresse beaucoup au changement de représentation, au changement d'imaginaire et au changement d'attente, de valeurs, de besoins, et comment est-ce que tout ça évolue dans les entreprises. Et c'est sous cet angle-là que je regarde les prochaines années, c'est comment on arrive à faire évoluer ces différentes dimensions. Et je peux donner des exemples. C'est que dans les hôtels, il y a énormément de représentations qui sont assez péjoratives, beaucoup d'a priori, hôtel 4, 5, parfois 3 étoiles par rapport à ce qu'on peut imaginer sur l'écologie. Normalement, l'écologie, c'est punitif, c'est restrictif. Donc, avec le luxe restrictif, ça ne marche pas trop, quoi.
Donc il faut inventer des manières de faire qui permettent d'aller au-delà de ces représentations a priori, des représentations qui ne sont pas robustes, elles ne sont pas basées sur l'expérience, mais basées sur des images qu'on nous envoie, des discours, des narratifs. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et je pense que au-delà de plein d'autres choses qui doivent se passer, ce changement de représentation doit avoir lieu. Et c'est sur ça qu'on travaille, en montrant dans la pratique qu'en fait il est possible de faire autrement. Et quand on montre que c'est possible de faire autrement, on se dit mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Mais en fait c'est logique. Et je peux donner des exemples, des trucs très très basiques. Vous voyez bien les savons qu'on peut trouver ou tout ce qu'on peut jeter dans une chambre. Quand vous arrivez, il y a plein de choses que vous utilisez une fois et après c'est mis à la poubelle. Si on remplace ça par des éco-pompes, vraiment c'est juste un détail parmi plein de choses qui sont changées. Normalement, on évite de jeter tout ce plastique. Et dans la tête des hôteliers, pour changer ça, c'était très très compliqué. Maintenant qu'on l'a changé, en fait, ça devient un standard du marché, quoi. Et c'est ces standards-là qu'on veut changer. Ça s'appelle le dominant design. Donc on veut changer le dominant design pour faire en sorte que ce qui était bizarre il y a encore 2-3 ans devienne la norme. Voilà, donc c'est vers ça qu'on veut aller dans les prochaines années, à notre niveau, à notre échelle. Toi, tu peux changer on a des gens très ambitieux et ça me réjouit parce que tu veux changer les standards de l'hôtellerie, tu veux changer les standards de la finance. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous donne la parole, c'est aussi ces 10 prochaines années, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les volontés, les compétences, les savoir-faire, ils sont là. Si vous avez la preuve ce soir. Didier, toi, les 10 prochaines années, comment on va faire? Question préalable, c'est pourquoi déjà, je pense que le premier point à continuer à faire passer, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut non seulement garder le cap, mais il faut amplifier et accélérer. J'ai le sentiment que dans cette période un peu de retournement qu'on a pas mal évoqué, le backlash, le truc un con, un terme un peu pas beau, qu'on a un peu évoqué, c'est justement le moment de faire le tri et de réasseoir ce qui a été solide dans tout ce qu'on a construit. Que tout à l'heure avec Isabelle, moi je suis très optimiste, même si un certain nombre d'entre nous, et dans mon métier, on a plein qui ont pris le mur, il y en aura d'autres, peut-être un jour ce sera mon tour de prendre le mur, mais peu importe. Avant qu'un avion vole, il y a des mecs qui ont sauté de la falaise, avec des ailes de pigeon. En disant on essaye, les gars on essaye. Puis le deuxième, il a vu, le premier il avait mangé les cailloux, il sait peut-être qu'il faut le faire avec des trucs plus grands. Petit à petit, les choses se sont construites. Donc, je pense qu'on est dans ce moment-là où on fait le tri entre celui qui a compris comment on faisait des vraies ailes d'avion, qui est en train de le comprendre et de les mettre au point, et ceux qui ont été des essayeurs, des pionniers, et qui ont montré que finalement, si tu ne mets pas les bonnes ailes, tu tombes, et tu manges les cailloux. Et on est là, on a trié, il y a eu beaucoup de choses entre 2010, 2015 et 2020, il y a eu une espèce de foisonnement comme ça dans tous les sens, et tant mieux, ça a permis de trier. Donc le premier point, c'est qu'on fait le point, je pense, pour pouvoir accélérer, on se pose et on fait le point sur ce qui est véritablement, ce qui est construit, ce qui existe, et ce sur quoi on peut capitaliser pour accélérer. Qu'est-ce qu'on a pris comme outil, qu'est-ce qu'on a pris comme réglementation, qu'est-ce qu'on a pris comme solution, qu'est-ce qu'on a pris comme savoir, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, et on pose tout ça. Et une fois qu'on a posé tout ça maintenant, dans mon métier plus spécifiquement, les points qui vont être importants, c'est faire en sorte de démultiplier l'offre. Ne pas s'affronter avec les autres acteurs de la distribution, mais collaborer. Nous, on collabore déjà intellectuellement, on fait visiter nos installations, on ouvre les livres, on ouvre les méthodes, avec des distributeurs qui font 100 milliards d'euros. On est con quand même, on se fait à manger. Là non, on ne se fait pas manger parce qu'ils n'arrivent pas et donc ils essayent d'apprendre. Parce que moi, le jour où Leclerc est capable de faire ce que je fais à grande échelle, d'un seul coup, moi je touche 1 million de paniers par an. Lui, il touche 18 millions de paniers par mois. Voilà, donc je veux qu'il y arrive. Moi, je veux qu'il y arrive. Comment on accélère? On fait coucou, on va s'appuyer sur eux. On va s'appuyer sur les gros, on va s'appuyer sur les massifiants. On démultiplie l'offre. Puis en même temps qu'on démultiplie l'offre, on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, on accélère la visibilité des solutions. Sinon, on va créer de la frustration. Des gens à qui on va dire, les gars, il faut y aller, vous avez vu, on n'a pas le choix, on va dans le mur là tous ensemble, donc il faut bouger. Oh, si vous ne bougez pas, vous êtes des salauds, puis de toute façon, vous allez prendre une peine fiscale. Ah ouais, mais si on ne leur a pas démontré les solutions dans tous les sens, ça s'appelle une double injonction contradictoire. Le point de départ d'une double injonction contradictoire, c'est des gens qui ont fait un peu de psychologie. Le premier point, c'est la paralysie. Hein? Ah, tu parles pas à table. Ah, tu attrapes le sel, je fais tomber la bouteille, ben pourquoi tu n'as pas demandé? Il m'a dit, il m'a parlé. Un petit peu compliqué quand même. Et puis au bout de 2 fois qu'on est paralysé et qu'on a pris une baigne parce qu'on a fait tomber la bouteille en attrapant le sel, on commence par un peu de rébellion. Puis à la fin, on va vers la révolte. La révolte, ça finit par être sanguinaire. Donc de toute façon, on ne peut pas se contenter de mettre en place
des structures. Il faut faire la pédagogie, il faut envoyer les gens voir des gens, il faut diffuser largement, il faut multiplier les ateliers de la nature, il faut multiplier les fresques, il faut multiplier cette capacité à promouvoir les solutions, à les démontrer et à les partager partout. Si on ne fait pas les deux en même temps, on n'y arrivera pas. Alors il faut faire les deux en même temps et c'est comme ça qu'on accélère. Merci Didier. Alors, je vais donner le dernier mot à Fabrice. Je pense qu'il t'apporte après la transition sur un plateau. C'est Parce facile. que ça me, voilà, je pense à GEDAC forcément pour les 10 prochaines années. Ouais, on ne peut pas répéter ce qui a été dit. En fait, il faut démythifier les mots qui font peur. Quoi. En fait, il faut pas qu'on parle, on parle de décroissance. Voilà, les choses sont claires. On fabrique des choses bien, mais on fabrique beaucoup de conneries. Et dans les pays à hauts revenus, c'est-à-dire nous, c'est nous qui sommes les principaux responsables des dérèglements climatiques, de l'empreinte écologique, etc. Donc c'est notre mode de vie qu'il faut remettre en question. Et démontrer que finalement, adopter des modes de vie plus frugaux, ça rend plus heureux. Donc il y a un enjeu d'imaginaire de récit, ça a été dit plusieurs fois. Donc il faut démythifier cette peur de la décroissance qui n'est qu'un passage. La décroissance, c'est la transition pour revenir dans la limite planétaire, la zone de sécurité, pour ensuite rentrer dans une époque de post-croissance qui s'appelle l'économie stationnaire. Parce que de toute façon, on n'a qu'une seule planète, il faut qu'on soit dessus. Et donc ça, ces imaginaires-là, ils sont très profondément ancrés dans ceux qui combattent tout ce qu'on est en train de se dire là, qui pensent qu'on va s'en sortir par le solutionnisme technologique, par la croissance verte, toutes ces conneries. On sait très bien que c'est pas vrai, il y a des limites physiques de toute façon. Et donc là, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on fasse la pédagogie, que ça fonctionne. Tous ceux qui suivent les conseils de Philippe Watt dans leur vie quotidienne, ça se passe plutôt mieux. Voilà, d'abord, ils économisent un peu de sous, alors qu'il ne faut pas faire l'effet rebond. Hein. Je disais ma préface, hein. Il faut réinjecter ça différemment, parce qu'il faut faire attention. Hein. Et les modèles économiques, c'est pour ça que c'est GenAct, hein. On pense que tout ça c'est un problème de modèle. On l'a dit il y a 2 jours après For Life à des industriels, parce qu'ils disent vous êtes gentils, les écolos, très bien, mais moi j'ai quand même des salaires à payer, etc. On leur dit pas de problème, mais c'est possible de gagner de l'argent, et même plus d'argent, en faisant de l'économie la fonctionnalité de la coopération, parce qu'on ne va pas payer les matières premières, parce qu'on va pérenniser, on va passer d'obsolescence programmée à la pérennité programmée circulaire. Donc on va gagner plus forcément, parce qu'on ne va pas rentrer dans l'extractivisme. Et cet argent qu'on va gagner, on va le réinvestir dans la préservation du vivant, parce que le problème, ce n'est pas le climat, le problème, c'est l'extinction de la vie. Le climat n'est qu'un des symptômes, et on n'a pas d'autre choix que de réinjecter le profit qu'on va faire avec cette économie qui est ultra lucrative, eh bien, dans la restauration des puits de carbone, dans les zones de biodiversité, refaire des trames vertes, des trames bleues, pour remettre du vivant partout autour de nous, parce que ce qui nous rend heureux aussi, c'est de vivre dans le vivant. C'est ça qui nous protège aussi au niveau de notre santé, c'est ça qui nous donne la bonne humeur. Donc on est trop dans le minéral, dans nos vies là, et ça c'est pas du tout bon pour notre mindset. Donc pour les 10 ans qui viennent, tu l'as dit, vous l'avez tous dit, pédagogie, démystification des mots qui font peur, pour leur dire voilà, les gens confondent décroissance et récession, ça n'a rien à voir, et expérimenter des nouveaux modèles, et comme dirait l'autre, au pire ça marche. Voilà. Vers le buffet. Alors je crois qu'ils peuvent apporter maintenant, je sais pas, ils peuvent apporter en tout cas les victuailles. Voilà, parce que pour l'instant je n'ai rien sur les tables. Je ne vais pas donner, je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Juste une chose, avant d'arrêter et de passer vraiment à ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire échanger avec chacun d'entre vous, partager, dialoguer, être vivant. Juste une chose, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous, vous m'avez déjà soutenu, vous êtes nombreux dans le cadre de la campagne Lune, vous m'avez soutenu, mon éditrice a fait un travail formidable parce que le livre que j'ai entre les mains aujourd'hui, c'est vraiment celui dont j'ai rêvé avant de me lancer, et ça c'est très rare. Et donc vraiment, je tiens à nouveau à remercier les éditions Luduc et toutes les équipes. Merci Florence. C'est un petit mot parce que merci beaucoup Philippe pour ta confiance et sachez que ce livre c'est vraiment le travail ensemble. Quand tu me parlais de ça, ça a été vraiment une aventure. Alors on se connaît pas très bien, mais malgré tout ça a été un travail ensemble avec évidemment les gens des éditions, mais aussi beaucoup tous les deux. Et que la couverture jusqu'au bout, ça a été un travail ensemble, l'intérieur jusqu'au bout, c'est un travail ensemble, et c'est vraiment à ton image, donc vraiment merci beaucoup.
Merci, merci secret, en fait, moi je voulais cette vision dans la coopération. Et le plaisir, pour moi, il n'y a pas de mieux qu'un pique-nique. Mais j'avais fait une photo, j'étais trop dans le concret. Et grâce à Florence, elle m'a fait comprendre. Et elle a totalement raison qu'une illustration était beaucoup mieux. Et donc voilà ce dialogue fructueux et cette coopération. Merci beaucoup. Donc je vais avoir besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on sort un livre, qu'on n'a pas avec nous une armée de communicants, ben en fait c'est chacun de vous qui pouvez porter le message. Donc comment je peux avoir besoin de vous? C'est parler d'éco-frugal dans vos entreprises, organiser un atelier éco-frugal avec vos collègues entre midi et 2 heures. Pourquoi pas proposer l'atelier éco-frugal XXL à la direction RSE. Lisez le livre. Une fois que vous avez lu le livre, partagez vos commentaires, faites des photos du livre, partagez-les sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Voilà. En faisant cela, vous allez vraiment aider le éco-frugal à se faire connaître, à aller plus loin. Aujourd'hui, c'est 10 000 personnes qui ont participé aux ateliers. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que d'ici quelques années, on soit 10 millions. 10 millions. Après tout, la fête des voisins, on réunit bien des millions de gens chaque année. On peut être 10 millions aux ateliers éco-frugal. C'est la convivialité, c'est du partage. C'est à l'image de la soirée maintenant qui va se préparer. On va partager ensemble ce buffet. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir fait l'effort de faire ce soir.